Aux funérailles de mon bébé, il a dit, elle peut toujours retomber enceinte. Sa mère a hoché la tête. Et c'est plus fort la prochaine fois. Je suis restée silencieuse, serrant la seule photo qu'il me restait. Puis je me suis levée, lui étendu une boîte. À l'intérieur, le rapport de police. Ses messages. Le test de drogue. Je suis parti. Pas lui. La prison n'autorise pas les visites. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Aux funérailles de mon bébé, il s'est penché vers moi, a lissé le revers de son costume noir et coûteux, et m'a dit « Tu pourras toujours retomber enceinte ». J'ai baissé les yeux vers le minuscule cercueil blanc devant nous. Il n'était même pas assez long pour un bouquet entier. Mes mains tremblaient, mais pas de froid. À côté de lui, sa mère a hoché la tête. « La prochaine fois, efforce-toi davantage », a-t-elle dit doucement, comme si c'était un conseil utile, comme si Mera avait été un examen raté que je pourrais repasser. Je n'ai rien dit. J'avais la gorge nouée, mais pas de chagrin. Le chagrin s'était depuis longtemps transformé en quelque chose de plus acéré. Mon silence n'était pas une capitulation, c'était un calcul. Je suis restée assise, parfaitement immobile, serrant la seule photo qu'il me restait de ma fille. Elle avait été prise 2 semaines avant sa mort. Elle était emmaillotée dans une couverture jaune, endormie sur ma poitrine, son petit poing recroquevillé près de son menton. On pouvait deviner son sourire si on regardait de près. Pas un grand sourire, juste assez pour vous faire croire en quelque chose à nouveau. Je gardais mes doigts pressés contre la photo, comme si je pouvais encore sentir son cœur battre à travers le papier. Il pensait que j'étais anéanti. Sa mère m'a jeté un regard où la pitié se déguisait en supériorité, ce genre de sentiment que les gens portent comme un parfum. Lui avait l'air de s'ennuyer, tapotant du pied pendant la prière du prêtre. L'homme qui disait m'aimer, qui avait juré vouloir une famille, attendait que ce soit terminé pour pouvoir passer à autre chose. Mais je n'étais pas vide, plus maintenant. Je me suis levé lentement. Personne dans cette église ne s'y attendait. Ni Darren, ni Catherine, ni la femme derrière moi qui pleurait plus fort que moi depuis le matin. J'ai marché vers lui et tendu la petite boîte blanche que je serrais sous le banc. Il a froncé les sourcils. « Qu'est-ce que c'est » Je n'ai pas répondu, je l'ai simplement tendue. Il l'a prise, la regardant comme un cadeau indésirable. Il a ouvert le couvercle. D'abord, les messages textes imprimés. Il a plissé les yeux en lisant le premier. J'ai observé son visage changer lorsqu'il a compris ce que c'était. Puis sont venus les résultats du test de dépistage de drogue. Son nom en gras, les résultats sans équivoque. Le rapport de police se trouvait au fond, soigneusement agrafé avec 2 photos jointes à l'arrière, les ecchymoses de Mera. Celle qu'il disait n'être rien, celle qu'il disait que j'imaginais. Il a levé les yeux vers moi, et je me suis détourné. J'ai descendu l'allée, dépassant les fleurs, les bancs remplis de gens trop stupéfaits pour parler, et le cercueil où reposait ma fille. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'en avais pas besoin. Le soir même, la boîte était entre les mains de la police. À la fin de la semaine, il était en détention. Et maintenant, la prison n'autorise pas les visiteurs. De toute façon, je n'ai jamais eu l'intention d'y aller. Avant Mera, j'étais quelqu'un qui remplissait ces silences de bruit. Je faisais des heures supplémentaires comme infirmière en pédiatrie, je faisais du bénévolat au refuge pour animaux le week-end et j'écoutais des podcasts en pliant le linge. Le silence me mettait mal à l'aise, comme s'il signifiait que je n'en faisais pas assez. Puis je suis tombée enceinte, et tout a changé. Le silence a cessé de paraître vide. Il a commencé à se sentir plein. J'ai découvert que j'attendais un enfant un mercredi pluvieux de novembre. Je m'en souviens parce que la bandelette du test m'a glissé des mains tremblantes pour atterrir sur le carrelage froid. Je suis restée assise là, pieds nus, à fixer les 2 lignes roses jusqu'à ce que mes genoux me fassent mal. J'ai annoncé la nouvelle à Darren ce soir-là, au dîner. Il n'a rien dit au début, fixant simplement les lasagnes que j'avais préparées maison, sa fourchette figée à mi-chemin de sa bouche. Puis il a souri, lentement, comme s'il essayait ce sourire. « Je suppose qu'on se lance vraiment, hein » a-t-il dit. Ce n'était pas exactement la réaction dont j'avais rêvé, mais je prenais ce que je pouvais avoir. Nous étions ensemble depuis 4 ans. Les 2 premières années étaient pleines de promesses. Il me donnait le sentiment d'exister. Il achetait des fleurs, se souvenait des anniversaires, m'embrassait sur le front au milieu des supermarchés bondés. Mais après notre emménagement, les choses ont changé. Il est devenu plus silencieux, plus impatient. De petites choses ont commencé à le déranger, mes chaussures près de la porte, la vaisselle laissée dans l'évier.
Il disait que j'étais trop sensible quand je pleurais, trop émotive quand je m'inquiétais. Pourtant, je voulais une famille, et je pensais que ce bébé pourrait peut-être nous ramener à ce que nous étions. Alors je lui ai laissé de l'espace pour endosser ce rôle, me disant que certains hommes ont juste besoin de temps pour s'adapter. La grossesse a été difficile pour moi. Les nausées matinales m'ont frappé de plein fouet, mes pieds ont enflé, j'ai dû arrêter de travailler plus tôt que prévu. Darren devenait plus distant à chaque échographie. Il a manqué 2 rendez-vous à cause d'urgence client, et quand il venait, il passait la plupart du temps sur son téléphone. Quand je lui ai demandé s'il avait peur, il a haussé les épaules. Elle n'est même pas encore là, a-t-il dit. Pourquoi stresser pour ça? Je voulais qu'il ressente ce que je ressentais, qu'il entende son cœur battre et que cela réorganise quelque chose dans son âme. Mais ce ne fut pas le cas, du moins pas pour lui. Mera est née début août, pendant l'une des semaines les plus chaudes de l'été. La chambre d'hôpital sentait l'antiseptique et la lotion à la pêche. Elle est arrivée vite, à peine 4 heures de travail, et quand ils l'ont posée sur ma poitrine, je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer. Sa peau était chaude et elle a cligné des yeux en me regardant, comme si elle savait déjà qui j'étais. Yvonne, ma mère, est venue le lendemain matin avec un agneau en peluche et une assiette de biscuits faits maison. Elle a pleuré en tenant Mera, la berçant doucement et murmurant « Tu es en sécurité maintenant, ma petite. Tu as le cœur de ta maman. » Darren est entré 10 minutes plus tard, un café pour lui et aucun pour moi. Il a pris quelques photos de Mera avec son téléphone, a marmonné qu'elle avait mon nez et est parti après 20 minutes, disant qu'il avait de la paperasse à finir. Les premières semaines à la maison étaient calmes et dorées. Mera dormait sur ma poitrine, avait le hoquet dans son sommeil, faisait de petits roucoulements comme une colombe. Je prenais des photos tous les jours, son premier sourire, ses bâillements, ses petites mains qui cherchaient mon visage. Darren n'était pas très présent. Il rentrait tard, disait que les pleurs du bébé l'empêchaient de dormir, alors il dormait dans la chambre d'amis. Quand je lui ai dit que j'avais besoin de plus d'aide, il a répondu « C'est toi qui voulais ça. Moi, je subviens à nos besoins. » Ma mère a commencé à venir plus souvent. Elle m'aidait pour les biberons et berçait Mera pendant que je prenais ma douche. Certains jours, je pleurais sans raison. Mon corps me faisait mal d'une manière que je n'avais pas anticipée. Mon amour pour Mera était écrasant, mais je me sentais invisible à côté d'elle, comme si je m'étais évanoui dans le rôle de mère et que Darren ne me voyait plus. Une nuit, Mera a eu de la fièvre. J'ai appelé Darren depuis le couloir, la panique montant dans ma poitrine. « Elle est brûlante, ai-je dit. » Il a soupiré au téléphone. « Tu lui as donné du Tylenol ? » Elle a 7 semaines, elle ne peut pas prendre de Tylenol. Il n'est pas rentré cette nuit-là. J'ai fini par emmener Mera aux urgences, seule. Il s'est avéré que ce n'était rien, juste une éruption de chaleur, mais cette nuit m'a marqué. Pas à cause de l'éruption, mais à cause de son silence, à cause du temps que j'ai passé dans la voiture à pleurer après notre retour. J'ai commencé à remarquer des choses, la façon dont Darren la tenait maladroitement, comme si elle était un objet fragile et encombrant, la façon dont il évitait ses pleurs, quittait la pièce, montait le volume de la télévision. Une fois, je lui ai demandé s'il voulait lui donner le bain. Il m'a regardé comme si je lui avais demandé de nettoyer les égouts. « Je ne suis pas bon à ça, » a-t-il dit. « Laisse-la créer un lien avec toi. » C'était sa réponse pour tout. Laisse-la créer un lien avec moi. Laisse-la avoir plus besoin de moi. Laisse-moi tout porter. J'ai essayé de ne pas me laisser briser. Je chantais des chansons à Mera, je lui écrivais des lettres que je n'ai jamais envoyées, je lui murmurais des promesses pendant qu'elle dormait sur ma poitrine. Je ne savais pas alors que l'amour ne suffirait pas à la protéger. Je pensais que si je l'aimais assez fort, assez férocement, cela la protégerait de tout. J'avais tort. La première ecchymose est apparue sur le bras de Mera, juste en dessous de son petit coude. Je l'ai remarqué en changeant sa couche, une petite tache violette et terne, pas plus grosse qu'une pièce de 10 centimes. Au début, je me suis blâmé. Peut-être l'avais-je heurtée pendant la nuit, peut-être l'avais-je serrée trop fort quand elle pleurait. Quand je l'ai montré à Darren, il n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Elle a dû se cogner à son arche de jeu. Les bébés font des trucs bizarres, ne te prends pas la tête. Je voulais le croire. J'avais besoin de le croire. Mais quelque chose dans sa voix, plate, lasse, froide, m'a tordu l'estomac. Une semaine plus tard, il y avait une autre marque, cette fois sur son dos, près de son omoplate. Elle semblait plus profonde, plus sombre. Je savais que je ne l'avais pas causée. Ma mère l'a vue aussi. Un pédiatre devrait peut-être y jeter un œil, a-t-elle dit doucement. Ça n'a pas l'air normal. Darren s'est mis en colère quand j'en ai parlé. Il a dit que je l'accusais.
Je lui ai répondu que non, que j'étais juste inquiète. Il est sorti de la maison et n'est revenu qu'à minuit. J'ai attendu dans la chambre de bébé, berçant Mera, écoutant chaque voiture qui passait. Quand il est rentré, il sentait le whisky et l'eau de Cologne. Il n'a pas dit un mot, a juste attrapé un oreiller et est allé dans la chambre d'amis. Le lendemain matin, j'ai trouvé le babyphone débranché. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a commencé à changer. La peur s'est infiltrée dans les espaces où l'amour siégeait autrefois. Mera avait commencé à pleurer plus souvent. Pas ces pleurs doux et gémissants, mais des pleurs aigus, forts, désespérés. Je l'ai de nouveau emmené chez le pédiatre. Pas de fièvre, pas de maladie visible. Ils ont vérifié ses oreilles, sa gorge, son ventre. Tout semblait normal, mais rien ne me paraissait normal. Un après-midi, en rentrant des courses pour acheter du lait maternisé, j'ai trouvé Darren assis sur le canapé, Mera hurlant dans ses bras. Il la serrait plus fort que je ne l'avais jamais vu faire. Sa mâchoire était crispée, ses yeux injectés de sang. Je me suis précipité pour la lui prendre. « Je ne lui ai pas fait de mal », a-t-il dit rapidement, comme si je l'avais déjà accusé. « Je n'ai pas dit que tu l'avais fait », ai-je répondu, mais ma voix tremblait. Elle ne veut pas se taire. Je n'en peux plus. J'ai pris Mera et l'ai serré contre moi. Ses pleurs se sont arrêtés en quelques secondes. Darren a levé les bras au ciel et est allé dans la cuisine. Il a claqué la porte d'un placard, puis d'un autre. Le son a résonné comme le tonnerre. Cette nuit-là, j'ai attendu qu'il s'endorme. J'ai ouvert son sac de sport, ce que je n'avais jamais fait. À l'intérieur, sous ses baskets et un sweat à capuche en boule, j'ai trouvé un sac en plastique avec 2 seringues, une cuillère brûlée et un petit sachet de poudre blanche. Je me suis assise par terre, le tenant, respirant difficilement. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste eu froid. J'ai pris des photos, puis j'ai tout remis exactement comme je l'avais trouvé. Le lendemain, j'ai appelé le cabinet du médecin et demandé une copie du dossier de Mera. J'ai commencé à tout documenter, les dates, les ecchymoses, ses humeurs, le comportement de Mera. J'ai créé un dossier sur mon ordinateur portable et j'y ai tout sauvegardé, y compris des captures d'écran des textos de Darren. Un soir, il m'a envoyé un message depuis l'autre bout de la maison, « Tu dois la faire taire, je te jure Serena, je suis à bout. » Un autre disait, « Peut-être que tu n'es tout simplement pas faite pour ça. Peut-être qu'aucun de nous deux ne l'est. » Pourtant, je ne suis pas parti. Pas encore. Je continuais d'espérer qu'il changerait, qu'une partie de lui se souciait encore. Mais chaque jour semblait plus sombre que le précédent. J'ai essayé de parler à sa mère, Catherine. Je pensais qu'elle pourrait peut-être le raisonner. Elle est venue un après-midi pendant que Darren était au travail. Je lui ai montré les ecchymoses. Elle a regardé une seconde, puis a dit, « Les bébés ont des bleus. Ne va pas semer le trouble alors que tu es déjà si fragile. » Fragile, ai-je demandé. Tu as toujours été trop émotive, m'a dit Darren. Tu pleures pour un rien. Tu as peut-être besoin d'une pause. Sa voix était calme, froide, comme si elle lisait un texte préparé. Après son départ, je me suis assise sur le sol de la chambre de bébé, tenant Mera et fixant le mur. J'ai su alors que j'étais complètement seule. La dernière ecchymose est apparue juste 3 jours avant la mort de Mera. Une longue marque le long de sa cage thoracique. J'ai appelé le médecin. Ils m'ont dit de l'amener le lendemain matin. Je n'en ai jamais eu l'occasion. Ce soir-là, je suis allé chercher les médicaments de Mera. J'étais parti 20 minutes. En franchissant la porte, j'ai su que quelque chose n'allait pas. La maison était trop silencieuse. J'ai appelé Darren. Pas de réponse. Puis je l'ai entendu dire depuis la chambre de bébé, je crois qu'il y a un problème avec elle. J'ai couru à l'intérieur. Mera était inerte dans ses bras. Ses lèvres étaient pâles, sa peau chaude et moite. Je l'ai attrapée et je me suis précipité vers la voiture. Nous n'avons pas attendu l'ambulance. J'ai grillé 2 feux rouges, je pouvais à peine respirer. À l'hôpital, ils ont essayé, ils ont vraiment tout tenté, mais après 23 minutes, ils ont arrêté. Heure du décès, 20h47, a dit le médecin. Je me suis effondré dans les bras de ma mère. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'avais l'impression que mon corps m'avait quitté. Quand la police est venue prendre nos dépositions, je leur ai tout dit. Ils m'ont interrogé sur les ecchymoses, je les leur ai montrées. Ils m'ont interrogé sur Darren, je leur ai parlé des seringues, des textos, de la colère. Ils ont tout pris au sérieux, mais Darren avait de l'argent, des relations, et pendant un temps, rien ne s'est passé. Alors je me suis assuré que quelque chose se passerait. Une fois les funérailles de Mera programmées, j'ai arrêté de dormir.
pas le genre de fatigue où votre corps lâche et vous vous écroulez pour quelques heures. Le genre où votre esprit tourne à plein régime, comme s'il était en feu, et votre corps ne fait que suivre. Chaque fois que je fermais les yeux, je la voyais. Pas à l'hôpital, pas dans le cercueil. Juste comme elle était, souriant dans son berceau, agitant les pieds en l'air, entière, en sécurité, vivante. Mais la vérité pesait lourdement sur ma poitrine. Je lui avais fait confiance. Je l'avais laissée dans ses bras pendant que je courais chercher des médicaments. Et quand je suis rentré, j'ai trouvé mon bébé respirant à peine. Le rapport du légiste mentionnait un traumatisme contondant à l'abdomen, une hémorragie interne. Il n'y avait aucun doute sur ce qui s'était passé. Un seul adulte était dans la maison, et j'avais déjà prévenu la police une fois. Mais il était toujours en liberté. J'ai observé Darren à la veillée funèbre, vêtu d'un costume noir élégant comme s'il assistait à un événement de réseautage, les cheveux parfaitement coiffés, sa montre brillant sous les lumières de la chapelle. Il a pleuré aux moments opportuns, a hoché la tête quand les gens lui offraient leurs condoléances, et a même dit à une femme, elle était fragile. Nous avons fait ce que nous pouvions. J'ai su alors qu'il pensait que cela passerait, qu'il tournerait la page et présenterait cela comme une tragédie du hasard, un malheureux accident, une perte qui était simplement arrivée. Je suis restée assise pendant le service, de marbre. Ma mère a gardé une main sur mon dos tout le temps, traçant des cercles sur ma colonne vertébrale comme elle le faisait quand j'étais enfant et malade. Je le sentais à peine. Chaque seconde de cette journée, je construisais quelque chose, un feu à l'intérieur de moi, une résolution. Le lendemain des funérailles, j'ai traversé la ville pour me rendre au poste de police et j'ai demandé à parler à un inspecteur en particulier. L'agent Price était celui qui m'avait interrogé à l'hôpital. Il avait des yeux bienveillants et une voix patiente, mais il semblait aussi frustré par les lacunes du système. Je lui ai tendu un dossier. « Voici tout », ai-je dit. « J'ai tout documenté. » Il a ouvert le dossier et a commencé à feuilleter les pages. Des photographies des ecchymoses de Mera avec les dates et heures. Des captures d'écran des textos de Darren menaçant de « péter les plombs » si elle n'arrêtait pas de pleurer. Une photo du kit de drogue que j'avais trouvé, prise avec l'horodatage de mon téléphone. Une copie imprimée de son test de dépistage de drogue positif que j'avais obtenu via un ami de la famille à la clinique. Des notes des visites chez le pédiatre de Mera où j'avais exprimé mon inquiétude. Et enfin, l'enregistrement vocal de notre voisine, Madame Green, qui avait entendu des cris la nuit de la mort de Mera et confirmé qu'elle avait vu Darren jeter quelque chose dehors dans le noir. J'avais tout organisé méticuleusement, avec des onglets étiquetés, dans un ordre chronologique. Aucune émotion, aucune spéculation. Juste des faits. Je savais comment fonctionnait l'épreuve. J'avais vu assez de familles essayer, et échouer, à obtenir justice. Je voulais que ce dossier soit irréfutable. L'agent Price m'a regardé longuement. Il a hoché la tête une fois et a dit « Merci, Serena. Nous allons faire tout notre possible. » Cela n'a pas été rapide pour autant. Le système n'avance pas vite, surtout quand l'agresseur est bien sous tout rapport et a des relations. La mère de Darren avait engagé un avocat avant même la fin des funérailles. Elle disait à qui voulait l'entendre que j'étais instable, que Mera avait toujours été malade, que le chagrin m'avait rendue délirante. Mais je n'ai pas crié. Je ne me suis pas déchaîné. Je l'ai laissé parler. À la place, j'ai rassemblé d'autres copies des renouvellements d'ordonnances de Darren, des notes des séances de thérapie que j'avais commanditées après la mort de Mera. Chaque fois que quelqu'un essayait de semer le doute, je trouvais un fait pour le contrer. J'ai attendu tranquillement que le mandat d'arrêt soit signé. Au moment où il l'a été, je savais exactement quand et comment je voulais livrer la vérité. Le jour des funérailles de Mera, j'ai préparé une petite boîte blanche. À l'intérieur, j'ai placé des copies des preuves les plus irréfutables, ses propres mots, les résultats du test de dépistage, le rapport de police, une photo des dernières ecchymoses de Mera prises par l'infirmière de service. J'ai enveloppé les papiers dans du papier de soie et j'ai refermé le couvercle. Aux funérailles, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas parlé. Je suis restée assise là, tenant cette boîte, serrant la seule photo que j'avais de Mera, et j'ai écouté. Darren s'est penché vers moi et a dit « Tu pourras toujours retomber enceinte. » Comme si Mera n'avait été qu'un tour d'essai. Sa mère a souri et a dit « La prochaine fois, efforce-toi davantage. » Comme si la maternité était une compétition que j'avais perdue. Je me suis levé. La chapelle est devenue silencieuse. Tous les yeux étaient sur moi. J'ai marché jusqu'à Darren, lui ai tendu la boîte et j'ai dit « Ceci est à toi. » Il l'a ouverte lentement. J'ai vu le sang quitter son visage. Il n'a pas dit un mot,
Il est resté là, figé. Puis je me suis retourné et j'ai descendu l'allée. Ni vite, ni de manière dramatique. Juste, c'était fini. Le soir même, les policiers sont venus chez nous. Il ne s'est même pas débattu. Je pense qu'une partie de lui savait que ça allait arriver. Je ne lui ai jamais rendu visite, jamais écrit, jamais répondu aux lettres qu'il a tenté d'envoyer de prison. Il m'avait tout pris, mais j'avais repris la seule chose à laquelle il ne s'attendait pas, la vérité. La pièce était silencieuse après que je lui ai tendu la boîte. Pas un silence respectueux, pas un silence de deuil. C'était le genre de silence qui avale tout, le genre qui suit la chute de quelque chose de lourd au centre d'une pièce. Les mains de Darren planaient au-dessus du couvercle. Il avait l'air confus, comme si je venais de lui donner un cadeau qu'il ne voulait pas ouvrir. Puis il l'a soulevé et a regardé à l'intérieur. Les papiers étaient empilés proprement. J'avais choisi de placer la photo sur le dessus, la dernière image de Mera à l'hôpital, son bras meurtri, son visage pâle, ses yeux clos. Je ne voulais pas qu'il détourne le regard. Il a tressailli en la voyant. Ses doigts ont tremblé lorsqu'il a écarté la photo et a vu ce qui suivait, les captures d'écran imprimées de ses textos. Son nom en haut de chaque message. Des menaces, des reproches, un désespoir à peine voilé sous le sarcasme. Des phrases qu'il pensait probablement que je ne me rappellerai jamais, que je ne garderai jamais. Je te jure que je vais péter un câble si elle continue de crier comme ça. Toi et ce bébé, vous avez tous les deux besoin de vous ressaisir. Ensuite, il y avait le test de dépistage de drogue. Son nom était imprimé en gras et noir, ses résultats soulignés, marqués en rouge. Cocaïne, oxycodone, alcool au-dessus de la limite légale. Un test effectué seulement 5 jours avant la mort de Mera. Puis le rapport de police, ma déposition, le résumé du légiste, les photos prises à l'hôpital. Des photos qu'il n'avait jamais vues, des images qui s'étaient gravées dans ma mémoire la nuit où je me tenais dans le couloir, criant son nom et regardant les infirmières courir. Je me suis tenu droite pendant qu'il lisait. Je n'ai pas vacillé. J'avais attendu ce moment avec chaque souffle que j'avais pris depuis la nuit de sa mort. Chaque heure que j'avais passée à rassembler la vérité, chaque seconde que j'avais passée à attendre que quelqu'un me croie, tout menait à ça. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé. Sa voix était plus faible que je ne l'avais jamais entendue. Elle n'était pas sur la défensive, elle était effrayée. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Tout ce qu'il avait besoin d'entendre était déjà dans cette boîte. Sa mère a regardé par-dessus son épaule. Quand elle a vu le rapport de dépistage, son visage s'est durci. Elle a tendu la main pour le lui arracher, mais j'ai reculé avant qu'elle ne le puisse. « Vous vous êtes tenus ici tous les deux et vous m'avez blâmé, ai-je dit. Vous m'avez dit de m'efforcer davantage. Vous m'avez dit que je pourrais toujours avoir un autre enfant, comme si ma fille était remplaçable. » J'ai regardé Catherine. Sa bouche s'est ouverte comme si elle allait protester, mais rien n'est sorti. Je n'ai rien d'autre à expliquer. Tout est là. Lisez-le ou non. La police a déjà une copie. Darren s'est levé brusquement, la boîte lui tombant des mains. Des papiers se sont éparpillés sur le sol à ses pieds. Il a fait un pas vers moi, mais quelqu'un dans les bancs s'est levé, lui barrant le chemin. L'agent Price. Je ne savais pas qu'il serait là. Vous devez vous rasseoir, a dit l'agent Price. Darren a regardé autour de lui. Les gens observaient maintenant, les yeux écarquillés. Certains chuchotaient, d'autres haletaient. Je pouvais sentir leur jugement basculer, voir la confusion se transformer en compréhension, en dégoût, en prise de conscience. Ils avaient cru que nous étions des parents en deuil. Maintenant, ils voyaient ce que j'avais vu pendant des mois. L'agent Price s'est penché et a murmuré quelque chose à Darren. J'ai vu les épaules de Darren se crisper. Puis il s'est assis, lentement, silencieusement. J'ai ramassé la photo de Mera, celle qui avait atterri près de l'hôtel, et je l'ai remise dans mon sac. Il n'y a pas eu de second adieu. J'avais dit tout ce que j'avais à dire. J'ai descendu l'allée, dépassant les arrangements floraux et les bancs tachés de larmes, dépassant des gens que je connaissais autrefois. Certains ont essayé de m'atteindre, de me toucher l'épaule ou de dire quelque chose. Je ne me suis pas arrêté. Dehors, le soleil était trop vif, l'air trop pur. Mais c'était la première fois que je pouvais respirer pleinement depuis que le cœur de Mera s'était arrêté de battre. Ce soir-là, assise sur le canapé de ma mère, l'agent Price a appelé pour me donner des nouvelles. Darren avait été arrêté. Les charges étaient en cours de traitement, mise en danger d'enfant, négligence, homicide involontaire, possession de stupéfiants. La liste était longue. Il n'allait pas ressortir de sitôt. 2 jours plus tard, Catherine a essayé de m'appeler. Je n'ai pas décroché. J'ai bloqué son numéro.
Elle a laissé un message vocal avant que je ne le fasse, disant que j'avais tout mal compris, que Darren était sous pression, que Mera avait été fragile depuis le début. Je l'ai effacé sans écouter la fin. Une semaine après l'arrestation, j'ai visité la tombe de Mera, seul. J'ai apporté l'agneau en peluche que ma mère lui avait offert le jour de sa naissance. Je me suis assise près de la pierre tombale et je lui ai lu la lettre que j'avais écrite la nuit après les funérailles. Elle se terminait ainsi: je n'ai pas pu te sauver, mais je ne l'ai pas laissé s'en tirer. Ce monde t'a abandonné, mais pas moi. Pas cette fois. Pour la première fois depuis sa mort, j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas la paix, ce serait trop simple. Mais une force. Le sentiment que mon silence avait pris fin, et qu'à sa place se tenait quelque chose de plus fort. Il avait pris ma fille, mais il ne m'avait pas prise, moi. Et maintenant, pour le reste de sa vie, il se souviendrait exactement de qui l'avait forcé à rendre des comptes. Darren a été condamné 6 mois après les funérailles. 8 ans de prison, sans libération conditionnelle possible avant 5 ans. La salle d'audience était froide et silencieuse. Il ne m'a pas regardé une seule fois. Ni quand le juge a lu les chefs d'accusation, ni quand les preuves ont été examinées, ni même quand la photo de Mera, meurtrie, brisée, partie, a été montrée à l'écran. Je n'ai pas pleuré dans cette salle d'audience. J'avais déjà assez pleuré. Ce jour-là n'était pas consacré au chagrin. Il était consacré à la vérité. À la responsabilité. Au fait que la vie de ma fille était plus qu'un simple titre de journal ou un dossier enterré dans le tiroir d'un policier. Quand ils l'ont emmenée, menottée, je n'ai ressenti aucune satisfaction. La justice ne ramène pas un battement de cœur. Mais elle vous donne l'espace pour respirer. Elle vous donne un terrain pour reconstruire. Après le procès, Catherine a déménagé. Elle ne m'a plus jamais parlé. Pas une lettre, pas un seul mot. Je ne sais pas où elle est allée, et je m'en fiche. La vérité l'a suivie, qu'elle l'accepte ou non. Moi, je suis resté. Je suis resté dans la même petite maison où Mera a fait ses premiers pas sur le tapis, où j'avais écrit son nom sur le mur au-dessus de son berceau. J'ai transformé la chambre de bébé en une pièce calme. Pas de jouets, pas de hochets, pas de couleurs vives. Juste une étagère avec ses affaires, sa photo dans un cadre, et une chaise où je m'assois parfois, la fenêtre ouverte. Au printemps, ma mère et moi avons planté un petit jardin à l'arrière. Des jonquilles, la fleur de Mera. Elle était née pendant un mois d'août caniculaire, mais les jonquilles me rappelaient toujours elle, douce, lumineuse, un peu rebelle. Les premières à se relever, même après les hivers les plus froids. Les voisins ont aussi commencé à apporter des fleurs. Ils ne disaient pas grand-chose, la plupart ne savaient pas ce qui s'était passé, mais ils savaient que quelque chose était arrivé. Quelques-uns ont laissé des mots. L'un disait, elle comptait. Un autre, vous êtes courageuse. Je les ai tous gardés. Les gens pensent que le deuil est une saison, quelque chose qui finit par passer. Ce n'est pas le cas. C'est un second battement de cœur. C'est quelque chose que vous portez, quelque chose qui change votre forme, mais qui ne vous quitte jamais. Mais ce que je veux que d'autres mères sachent, c'est ceci: le silence ne protégera jamais vos enfants. Espérer que quelqu'un change n'est pas la même chose qu'être en sécurité. L'amour n'efface pas le danger. Il ne l'a jamais fait. Je l'ai cru quand il a dit qu'il l'aimait. Je l'ai cru quand il a dit qu'il avait juste besoin de repos. Je l'ai cru quand il a dit que j'imaginais des choses. Et Mera a payé le prix de ses croyances. Je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas défaire ce qui s'est passé. Mais je peux parler maintenant. Fortement, clairement, sans honte. J'ai rejoint un groupe pour les mères d'enfants victimes de violences. Je prends la parole dans des refuges. Je parle à des infirmières, des thérapeutes et des étudiants en droit de ce que signifie être ignoré quand on sait que quelque chose ne va pas. Et je leur dis ceci: ne sous-estimez jamais une femme qui a tout perdu. Car si elle a survécu à cela, elle a déjà traversé le feu. Et si elle a choisi de se relever, vous devriez l'écouter. Je ne visite pas la prison. Il écrit parfois des lettres. Je ne les ouvre jamais. Il peut vivre dans le silence qu'il m'a autrefois imposé. Il peut s'asseoir avec le poids de ce qu'il a fait, sans le réconfort d'être vu. La prison n'autorise pas les visiteurs, mais même si c'était le cas, je ne lui apporterai plus jamais une part de moi-même. Je vis différemment maintenant. Je ne me presse pas. Je ne fais pas semblant d'aller bien quand ce n'est pas le cas. Je garde la couverture de Mera dans mon placard, pliée avec soin. Et chaque année, le jour de son anniversaire, je lui lis la même lettre que j'ai écrite après ses funérailles. Elle n'a pas été là longtemps, mais elle a tout changé. Et si vous regardez ceci, si cette histoire vous a touché, alors elle continue de changer les choses. Vous pouvez aider aussi.
Si cette vidéo vous a ému, partagez-la. Publiez-la pour quelqu'un qui pourrait avoir peur de parler. Laissez un commentaire si vous avez traversé quelque chose de similaire, pour que quelqu'un d'autre sache qu'il n'est pas seul. Et abonnez-vous à la chaîne si vous croyez que des histoires comme celle-ci méritent d'être entendues. Pas enterrées, pas réduites au silence, pas oubliées. Nous ne pouvons pas toujours empêcher le pire d'arriver, mais nous pouvons en parler à voix haute. Nous pouvons tenir les responsables pour leurs actes. Et nous pouvons continuer de prononcer son nom. Mère Agreste. Elle comptait. Merci de m'avoir écouté.